Donc après ce déjeuner, on va remonter à la surface et aux paupières, et plus précisément aux glandes de Mébomus, pour parler des dysfonctionnements des glandes de Mébomus. Donc c'est une terminologie qui a été déjà utilisée dans les années 80 pour parler des anomalies de ces glandes. Alors, ces dysfonctionnements des glandes de Mébomus, dits DGM, pourraient représenter la cause majeure de syndrome sec dans le monde. Et bien que cette affection concerne le bien-être et la santé de millions de personnes dans le monde, très longtemps, on n'avait pas de consensus quant à sa définition, sa classification, son diagnostic et sa prise en charge. Et donc, c'est grâce aux travaux du groupe d'études sur les glandes de Mébomus qu'un consensus a été retrouvé, et ces travaux ont été publiés dans l'AOVS en 2011. Alors, très longtemps, il n'y avait pas de définition clairement établie, et les définitions utilisées étaient basées sur des critères d'examen clinique et paraclinique. Et il y avait une grosse confusion terminologique entre blépharite postérieure et DGM par opposition au blépharite antérieur. Et il y a aussi une confusion entre ce qu'on appelle les blépharites postérieures et mébomites. Alors voici la définition telle que proposée par le groupe de travail. Les dysfonctionnements des glandes de Mébomus constituent une anomalie chronique et diffuse des glandes de Mébomus, caractérisée en principe par une obstruction des canaux excréteurs et ou par des modifications qualitatives, quantitatives des sécrétions glandulaires, dont les conséquences potentielles sont altération du film lacrymal, symptômes d'irritation oculaire, inflammation chronique et maladie de la surface oculaire. Alors on va voir cette définition en détail. Le terme diffus a été utilisé dans cette définition car l'atteinte concerne la totalité des glandes de la paupière par opposition aux atteintes localisées telles que le chalazion où il n'y a pas d'atteinte de la surface oculaire ou de syndrome sec. L'obstruction de la partie terminale du canal excréteur serait le primo movens de cette pathologie. Les symptômes d'irritation oculaire sont une gêne importante pour le patient et le soulagement du patient représente un challenge pour le médecin et donc le traitement revient à donc, diminuer ces symptômes d'irritation. Enfin, l'inflammation. Le rôle de l'inflammation dans les DGM est incertain, bien qu'il n'existe pas une relation de cause à effet entre les DGM et certaines pathologies de la surface inflammatoire. On a vu des associations entre ces deux affections. Alors, les classifications qui ont été utilisées auparavant étaient basées soit sur des modifications anatomiques ou physiopathologiques ou la sévérité de la maladie. Une des dernières classifications, celle de Fuchs, qui a été donc source d'inspiration de la classification du groupe de travail. Et voici cette classification qu'on va voir au détail. On a tout d'abord les maladies des glandes de Mébomus dans leur généralité, qui peuvent être congénitales ou tumorales. Les DGM font partie de ce groupe de maladies. Les DGM sont subdivisés en deux sous-groupes, selon le volume de mébum qui est donc délivré, qui sort après pression des paupières. Donc on aura le groupe des hypoexcrétions et le groupe des hyperexcrétions. Dans les hypoexcrétions, on peut avoir une hyposécrétion sans obstruction du canal terminal. Et ces hyposécrétions peuvent être soit primaires, soit secondaires. Et le groupe et l'étiologie la plus fréquente, c'est l'obstructif. Donc on a une obstruction du canal terminal qui peuvent être cicatricielles. Dans les formes cicatricielles, on a donc une migration des orifices en arrière de la jonction cutanéo-muqueuse. Et ces cicatricielles peuvent être primaires ou secondaires, un trachome, une pemphigoïde ou une atopie. Dans les formes non cicatricielles, les orifices des glandes de Mébomus sont situés donc dans leur situation normale et peuvent être primaires ou secondaires. Secondaires à une dermatite, à une acné rosacée ou un psoriasis. Alors, la seconde catégorie, c'est les hyperexcrétions. Donc, on a un volume important de mébum délivré après pression sur le tarse. Ces hypersécrétions, dites aussi séborrhées mébomiennes, peuvent être primaires ou secondaires à une dermatite séborique ou à une acné rosacée. Alors, toutes ces affections confondues, quelle que soit leur étiologie, vont donner une altération du film lacrymal, une irritation oculaire, une inflammation clinique avec une maladie de la surface oculaire, y compris la sécheresse oculaire. Alors, pour bien comprendre cette pathologie, il faut faire un bref rappel anatomique des glandes de Mébomus. Ce sont des glandes sébacées, intratarsales, non associées à un follicule pileux.
Elles sont plus nombreuses et plus larges dans la paupière supérieure que la paupière inférieure. Les glandes de mébomus sont constituées d'acini, fait de mébocytes, avec un canal excréteur central et une partie terminale. Ces orifices seront retrouvés en avant de la jonction cutanéo-muqueuse du bord libre de la paupière. Ces glandes de mébomus vont sécréter des lipides mébomiens de façon continue. Ces lipides vont constituer la couche superficielle qui va retarder l'évaporation du film lacrymal et améliorer sa stabilité. Alors, le mébome est sécrété selon un mode holocrine par les acinies. Il va passer au niveau du canal donc central et va être délivré au niveau du bord palpébral grâce à la contraction du muscle d'Oriolan et du muscle orbiculaire, et ceci lors du clignement. Alors, sur le plan physiopathologique, on va avoir une obstruction de la partie terminale du canal excréteur par un mébome qui est épaissi, hyperkératinisé. Cette obstruction va faire que le mébome va être séquestré à l'intérieur du canal. Donc, les acinies vont gonfler et on va avoir une atrophie des mébocytes et une perte des glandes de mébomus. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure en clinique. Ce phénomène obstructif va être au centre de la physiopathogénie des DGM et va être influencé par des facteurs intrinsèques, l'âge, sexe et les troubles hormonaux, mais aussi par des facteurs extrinsèques tels que la prise des médicaments. Cette obstruction va avoir comme corollaire une instabilité du film lacrymal, une évaporation accrue, une hyperesmolarité et une modification de la surface oculaire. Mais on va avoir aussi à côté une prolifération bactérienne due à la stase du mébome avec une cascade inflammatoire et sécrétion donc de médiateurs inflammatoires qui vont aussi donner une atrophie des acinies sécréteurs, d'où un cercle vicieux de cette pathologie. Alors, cette physiopathologie va nous expliquer les différentes formes cliniques des DGM. Tout d'abord, on va voir les DGM isolés, puis les DGM associés à une atteinte de la surface oculaire, les syndromes secs oculaires par évaporation liés au DGM et les DGM associés à d'autres atteintes oculaires. Dans le stade infraclinique, le diagnostic va être fait par donc, la pression de façon routinière de la paupière, et on aura là une altération minime de l'expressibilité et de la qualité des lipides mébomiens. À un stade plus avancé, on va avoir des signes cliniques avec une perte des glandes de mébomus, une altération de la sécrétion des glandes de mébomus et une modification de la morphologie palpébrale. On va voir ça en détail. Alors la perte des glandes de mébomus va être retrouvée en passant une source de lumière en arrière du tarse qui a été éversée. Et voici donc une image de perte importante de ces glandes. Ceci va être quantifié selon une échelle de gradation. L'altération de la sécrétion des glandes va être appréciée de point de vue expressibilité et qualité de mébome. Donc on va presser la paupière entre deux doigts au niveau du tiers central ou par certains instruments spécifiques. L'aspect du mébome va être apprécié sur le plan qualitatif. On peut avoir un mébome clair, trouble, granulaire ou au stade ultime épaissi, avec un aspect dit en pâte de dentifrice. On doit aussi quantifier l'expressibilité par le nombre de glandes fonctionnelles, par le volume de liquide délivré, et ceci sur 5 glandes de la paupière inférieure. Quantifier aussi la qualité de mébome selon son aspect, tel que décrit précédemment, sur 8 glandes du tiers central de la paupière inférieure. Il existe aussi une échelle de gradation établie par le groupe de travail. Alors, troisième signe, c'est les modifications de la morphologie palpébrale. On va avoir des obturations des orifices des glandes de mébomus, des orifices des glandes de mébomus en arrière de la jonction cutanéo-muqueuse, mais aussi d'autres signes tels que des télangiectasies et une augmentation de la vascularisation. Les DGM peuvent être associés à une atteinte de la surface oculaire. Ceci a été expliqué dans la physiopathogénie. Les bactéries vont donc sécréter des lipases avec une dégradation des lipides et sécrétion de médiateurs de l'inflammation. Ceci va donner une atteinte de la surface oculaire qui va être quantifiée par les colorants vitaux. Le syndrome sec va donner, donc, peut être associé au DGM par évaporation. Donc, on a vu ceci dans la physiopathologie. Le syndrome sec va être apprécié par les différents tests et vous retrouvez les différents tests dans le livret qui vous a été distribué. Alors, quatrième forme clinique, c'est les DGM associés aux autres atteintes oculaires, telles que les kératoconjonctivites mébomiennes,
les intolérances aux lentilles avec des conjonctivites gigantopapillaires et les bléphaриtes antérieures. Alors, quelle est la stratégie diagnostique dans ces différentes formes cliniques? Tout d'abord, en cas de DGM asymptomatique, le diagnostic ne sera fait que par l'expression de façon routinière des glandes de mébomus, ceci surtout dans les terrains favorables. Une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut rechercher les atteintes de la surface oculaire et le syndrome sec. Dans le DGM asymptomatique, le patient vient avec ses signes fonctionnels. On va donc diagnostiquer cette pathologie et on va évaluer et confirmer l'atteinte de la surface oculaire ou d'un syndrome sec oculaire. En cas de syndrome sec oculaire lié au DGM, comment on va donc procéder sur le plan diagnostique? Tout d'abord, il faut distinguer les sujets normaux des sujets présentant un syndrome sec oculaire en général. Et puis, dans le pool de patients qui présentent un syndrome sec, on va distinguer ceux qui présentent une hyperévaporation et ceux qui présentent un déficit de sécrétion. Donc, le patient se présente, on va lui faire une batterie de tests pour diagnostiquer le syndrome sec, tels que le questionnaire, la fréquence et l'intervalle de clignement. Mesurer la hauteur du ménisque lacrymal, c'est la méniscométrie. Si on dispose d'un appareil de mesure d'une osmolarité, ça sera donc encore plus bénéfique. Mais sinon, on va faire des tests plus simples, tels que le break-up time et la coloration à la fluorescéine en établissant le score d'Oxford. Le test des Schirmer ou équivalent sera aussi utilisé. Et voici la stratégie. Tout d'abord, on va donner le questionnaire, mesurer l'osmolarité des larmes si elle est disponible, le break-up time et la coloration à la fluorescéine. Ces tests vont confirmer le syndrome sec oculaire, mais à ce stade, on ne sait pas si c'est une hyposécrétion ou une hyperévaporation. Pour cela, on va s'aider de la méniscométrie et du test de Schirmer qui va nous renseigner sur le débit et le volume lacrymal. Et là, on va distinguer entre les cas d'hyposécrétion ou les cas d'hyperévaporation liés à une DGM. Il y a d'autres tests un peu plus élaborés destinés aux centres d'investigation spécialisés, tels que la mébométrie et la vaporométrie. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois qu'on a posé aussi le diagnostic étiologique, on va traiter. La prise en charge des dysfonctionnements des glandes de mébomus varie considérablement selon les habitudes des praticiens de par le monde, mais les principes généraux sont admis. L'hygiène palpébrale, chauffage et expression, tout le monde l'a fait. Les agents lubrifiants, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, par voie locale ou générale, sont aussi adoptés. Les variations existent au niveau des modalités d'application et de la stratégie thérapeutique. Le groupe d'études a fait une méta-analyse sur presque 140 articles et donc a fait sortir les articles avec des niveaux de preuves différents. Alors voici les différentes modalités de prise en charge. Tout d'abord, les substituts lacrymaux, qui sont largement utilisés par les praticiens. Ils vont augmenter les volumes des larmes, diminuer l'osmolarité, améliorer l'étalement des couches lipidiques du film lacrymal, éliminer les toxines et les débris et diluer les cytokines. Il faut toujours penser aux toxicités des conservateurs et il existe une supériorité des produits à haute viscosité. Les substituts lacrymaux lipidiques topiques comprennent un composant lipidique qui va encore remplacer cette couche lipidique déficiente, mais il existe aussi sur le marché, pas tunisien mais étranger, des sprays au liposome. Si on ne dispose pas de ces produits, on peut utiliser une pommade oculaire conventionnelle qui peut donc aider à stabiliser la couche lipidique. Ces substituts lipidiques vont améliorer les signes cliniques du DGM, ils vont augmenter la stabilité du film lacrymal et diminuer l'évaporation. Leur efficacité n'est pas totalement prouvée par les études. L'hygiène palpébrale, comprenant chauffage et expression, est à la base du traitement. Elle est largement utilisée. Son efficacité est prouvée par des études bien établies, mais il manque une standardisation en termes de durée technique. Le problème, c'est qu'il y a souvent une mauvaise application et un manque d'adhérence à ce traitement. D'où une nécessité de contrôle régulier du patient afin de vérifier sa coopération. Alors, le principe est simple, il faut chauffer le mébum pour passer donc à la température de liquéfaction de l'état de beurre à l'huile. Et donc, le chauffage se fait soit par un procédé simple en mettant un gant de toilette tiède sur les paupières ou des compresses stériles, ou grâce aux lunettes chauffantes. Et puis, on va donc faire l'expression, donc on va masser pour faire sauter le bouchon de dentifrice, le bouchon au niveau de l'orifice, et dégager la sécrétion mébomienne. Les antibiotiques topiques, il y a un rôle incertain des bactéries dans la pathogénie des DGM, par effet direct par production des toxines, et différents antibiotiques ont été utilisés. Une note spéciale pour les macrolides qui ont un effet anti-inflammatoire en plus,
En tête de file, l'azithromycine, et plusieurs articles ont démontré cet effet anti-inflammatoire en cas de DGM. Les dérivés péros de la tétracycline, utilisés dans plusieurs maladies de la surface oculaire, plusieurs mécanismes d'action, antibiotiques, inhibition des lipases, anti-inflammatoires, antioxydatifs et anti-apoptotiques. Il existe une amélioration des signes cliniques et des marqueurs biologiques dans les DGM par ces traitements-là. Différents produits peuvent être utilisés, la tétracycline, la doxycycline, la minocycline, le traitement réalisé pendant 3 à 4 semaines, puis dégression selon la réponse clinique. Faites attention, sous nos climats ensoleillés, à la photosensibilisation induite par ce produit. Les corticoïdes topiques, ils ont un rôle controversé dans les DGM. Leur utilisation doit être limitée aux poussées aiguës. On a toujours les problèmes de l'utilisation au long cours et il faut une surveillance régulière pour éviter la survenue d'une hypertonie oculaire. L'efficacité des corticostéroïdes associée à l'hygiène palpébrale a été donc prouvée par plusieurs études. Pour éviter les complications des corticoïdes, il y a un regain d'intérêt pour la cyclosporine qui va augmenter la sécrétion lacrymale avec un effet anti-inflammatoire. Les hormones sexuelles ont été donc étudiées, mais on n'a pas des études à haut niveau de preuve et donc elles peuvent être associées donc, au traitement. Les acides gras essentiels, il y a aussi un regain d'intérêt. Elles ont une action anti-inflammatoire via la voie des prostaglandines et nous avons aussi peu de preuves quant à l'efficacité de ces produits. Alors enfin, la chirurgie, elle est donc destinée aux complications des DGM, chalazion, trichosis, kératinisation des bords libres et aux maladies associées. Il y a eu aussi des essais d'intubation des glandes de Möbius, mais avec des études à un niveau de preuve assez faible. Alors, on a vu les différentes méthodes. Quelle est la stratégie thérapeutique? Un algorithme thérapeutique DGM a été établi par ce groupe d'études et il est basé sur les stades de la sévérité clinique de la pathologie. Donc, les DGM ont été classés en stades selon la sévérité des DGM, selon les symptômes présentés par le patient et selon la coloration cornéenne par les colorants vitaux. Et les traitements donc, ont été donc, modulés selon les stades de sévérité. Au stade 1, on va informer le patient de l'impact potentiel de son alimentation et de son environnement. Et on va penser à lui expliquer l'hygiène palpébrale, comprenant chauffage et expression. Au stade 2, on va adopter les mêmes donc, conseils et instaurer systématiquement des mesures d'hygiène palpébrale, au moins 4 minutes, 1 à 2 fois par jour, suivies par un massage. Toutes les mesures citées peuvent être associées à la prescription de substituts lacrymaux, voire de lubrifiants. Au stade 3, on va adopter les différents conseils qu'on a décrits, mais on peut associer aussi des dérivés péros de la tétracycline avec des pommades lubrifiantes au coucher. Et in fine, au stade 4, au stade ultime, ce n'est qu'au stade ultime qu'on va prescrire des traitements anti-inflammatoires du symptôme sec oculaire. Dans les cas d'une atteinte associée, dit maladie plus, on va associer une corticothérapie légère en cas de poussée inflammatoire. En cas de kératinisation de la muqueuse, on peut associer des lentilles de contact, pansement ou sclérale. En cas de kératite flectannulaire, on va donner une corticothérapie. En cas d'atteinte associée telle qu'un triasis ou un chalazion, il faut associer un traitement chirurgical. Et dans les blépharites antérieures qui sont souvent associées au DGM, on va associer des antibiotiques ou une association antibiotique corticoïde. Alors en conclusion, je dirais que c'est une pathologie fréquente, chronique et parfois invalidante, et aussi parfois méconnue. Il faut toujours la rechercher dans les terrains favorables. Le diagnostic des DGM repose sur une analyse sémiologique fine, associée à une batterie de tests qu'il faut savoir demander selon leur disponibilité. On n'a pas besoin d'avoir des tests très onéreux pour faire le diagnostic. Il faut avoir une stratégie bien codifiée et bien réfléchie. Une fois le test et le diagnostic établis, il faut apprécier la sévérité de la maladie afin d'instaurer un traitement adapté. Il est impératif et très important d'expliquer la maladie au patient et de bien lui expliquer le traitement pour avoir une bonne adhérence, donc une bonne efficacité du traitement. Je pense que je suis dans les temps. C'est ce que j'avais à vous dire en concernant cette pathologie. Je vous remercie.